Les amis, aujourd'hui, je me trouve dans la ferme de Liben, non loin de Namur, chez Maxime Janssens. Et alors, c'était intéressant pour moi d'aller chez lui pour plusieurs raisons. Déjà, Maxime fait de la grande culture et sur la chaîne, c'est quand même assez rare qu'on voit des fermes en grande culture. En plus de ça, Maxime étant conventionnel, là aussi, c'est très rare qu'on voit des agriculteurs ou des agricultrices en conventionnel sur ma chaîne. Et troisième raison, Maxime est vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Et là aussi, on peut dire que sur la chaîne, on voit plutôt des gens de la Confédération paysanne que du camp d'en face. Et pour toutes ces raisons, je trouvais ça super intéressant d'aller à sa rencontre, de discuter avec lui et de voir que finalement, ça change un petit peu de partout dans le monde agricole. Eh bien, on se retrouve voilà, avec Maxime Janssens. Est-ce que je l'ai bien prononcé déjà? Exact, à la flamande. Mon grand-père vient d'Anvers. Il a été exproprié avec l'agrandissement du port d'Anvers, à Kildrecht. Exproprié parce qu'il était paysan, lui? Ils avaient une ferme là du côté d'Anvers. Et quand ils ont agrandi le port, ils ont décidé de reprendre les terrains des agriculteurs du village là. Et il y en a beaucoup qui ont été expropriés. Et donc beaucoup sont venus s'expatrier en Wallonie. D'accord, alors moi je ne connais pas du tout la géographie belge. Veuillez m'excuser, les amis belges qui regardent cette vidéo. Bref récap. Eh ben oui, donc Anvers, c'est en Flandre. Anvers, c'est en Flandre. En fait, le pays est divisé en deux. À savoir que le territoire flamand est 2 fois plus petit que le territoire wallon, donc qui est au sud, mais qui est 2 fois plus peuplé. Il y a plus de flamands que de wallons? Ouais, sur un plus petit territoire. Donc tes ancêtres étaient de Flandre? Ouais, ils sont venus s'expatrier à Fosse-la-Ville et il y a eu pas mal d'enfants qui ont continué à tous être agriculteurs. Ouais. Donc Fosse-la-Ville, pas loin de Namur? Pas loin de Namur, ici à 10 minutes. Donc là où il y a l'exploitation familiale, quoi. Ici c'est Saint-Gérard et donc ça c'est mon père qui est arrivé en 1989 avec un bail de carrière, donc qui se termine ici en 2026 pour les bâtiments. Donc, si je comprends bien, tu es agriculteur, ton père est agriculteur, ton grand-père est agriculteur. Et alors qu'est-ce qui se passe là si dans 3 ans tu te fais virer d'ici? Ah non, non, on se fait pas virer. Ah. On le sait de base, c'est le principe d'un bail de carrière. Je prévois simplement de nouvelles infrastructures sur d'autres parcelles qui sont ici à côté, quoi. Donc c'est sûr qu'ici ce sera plus chez toi dans 3 ans? On sait pas. On sait pas. D'accord. Qu'est-ce que tu espères? C'est bien le nouveau parfois. Repartir sur des nouvelles bases avec de nouvelles choses, un nouvel outil de travail. Parce que ici, toi, tu as grandi dans ce lieu? Ouais, donc moi je suis né ici en 1999 pour vous les Français. Et donc j'ai grandi toute mon enfance ici. Et là j'ai repris la ferme il y a maintenant 3 ans. Donc voilà, je suis en permanence sur l'exploitation. Alors, tu es très jeune, toi, tu as quel âge? 24, ouais. 24 ans, 3 ans. Donc ça veut dire que tu es chef d'exploitation depuis que tu as 21 ans. Tu as fait quoi avant? Tu as fait des études ou tu travaillais déjà dans la ferme? Moi, mon père est décédé quand j'avais 12 ans, donc forcément, il y a pas mal de taf à reprendre à partir de ce moment-là. Réellement, j'ai commencé à travailler depuis mes 21 ans et avant ça, tu fais le travail, mais un peu quand tu as le temps. C'est pas spécialement ta priorité, quoi. Et donc, on fait faire des travaux à l'entreprise. À partir du moment où je reprends et où je reviens sur l'exploitation à mon compte, j'ai l'occasion et le temps de reprendre certains travaux que je fais à mon compte, quoi, et où je fais plus appel à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où ton père décède, il n'y a plus de chef d'exploitation ici? Il y avait une association avec mes oncles qui a perduré encore quelques années. On a décidé de diviser les fermes le temps avançant, les générations suivantes arrivant, on décide chacun de reprendre son outil de travail pour avancer à sa manière. Qu'est-ce que tu as fait avant tes 21 ans? École. École de Saint-Quentin-Sinet, donc école d'agriculture. Ah ouais, tu as fait ça quand même. Ouais, c'est ça, pour mes secondaires. Et puis j'ai eu 2-3 ans de passe où je me cherchais un peu. Voilà, après j'ai décidé de reprendre l'exploitation. Ce qui de toute façon était pour moi une évidence, je n'aurais pas fait autre chose. Ouais. Donc ça veut dire que toi, en tant que petit-fils d'agriculteur, fils d'agriculteur, dès petit, tu savais que tu serais agriculteur? Ouais. Ouais? Enfin, en tout cas, c'est pas évident, je te pose la question, parce qu'il y a plein de gens dont les parents découragent. Les gens qui sont issus du monde agricole, souvent disent « Non, mais mes enfants, s'il vous plaît, ne reprenez pas la ferme ». Toi, tu savais que tu voulais refaire ça quand même? En tout cas, le mode de vie m'a toujours plu et je ne me voyais pas faire autre chose. Non. Là, ici, historiquement, à l'époque de ton père, qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce que toi, tu as changé si tu as changé des choses? Donc là, je suis sur 190 hectares actuellement. Donc 190 hectares? Ouais, à terme, je vais en perdre un petit peu, mais ça reste une exploitation de belle taille. Tu n'arrives pas à ce chiffre-là sans avoir pratiqué un modèle qui te permettait d'acquérir de nouveaux hectares, quoi, donc qui était productiviste et vers lequel tu allais chercher du rendement et du gain financier. Quoi. Pour pouvoir investir, il te faut du capital financier pour avancer vers ça. Quoi. Et la seule manière de l'avoir, c'est de rentrer dans un modèle qui est corrélé avec la valeur justement de ce foncier-là. C'est malheureux pour nous, mais le prix du foncier en Wallonie, et en Belgique principalement, n'a plus aucune valeur actuellement, n'est relié à plus rien. On sait que des terres peuvent se vendre de 50 à 120, 130 000 parfois. L'hectare? L'hectare. Ce qui est énorme. Tu sais combien c'est la moyenne chez nous? Ça doit être 6 000, je crois. 6 000, exactement. Ouais, forcément, on se renseigne toujours de ce qui se passe à l'extérieur pour comparer à nos terrains. Mais donc,
La seule manière d'acquérir ce foncier-là, à ces prix-là, bon voilà, il y a eu une augmentation ici du prix, c'est peut-être ces 5 dernières années, principalement depuis les subprimes. Ok, ouais. Là, le prix du foncier a commencé à flamber, en tout cas à augmenter, parce que justement, il y avait cette volonté de certains de retrouver une garantie dans leurs investissements, quoi. Et par contre, depuis le Covid, une accélération exponentielle. Le prix du foncier a augmenté de 30-35%, donc ce qui est complètement fou. Les dernières terres qui sont vendues dans la région, c'est 70 000 €, quoi. 70 000 €, Voilà. 70 000 € Là, l'hectare. elles sont libres, tu payes, elles sont à toi. Tu as moyen d'en trouver voilà, quand on a en bail ou quand tu les as déjà en location. Voilà. Et là, on est souvent sur des prix plus bas parce qu'il y a des contraintes. Mais à partir du moment où elles sont libres et où tu en fais ce que tu veux, que tu sois agriculteur ou non, là, le prix explose, quoi. Et alors justement, tu me parlais du fait que c'est cette agriculture productiviste qui a pu vous permettre de vous étendre comme ça, mais tu n'as pas répondu à la question qui est quelles sont les productions que vous faisiez originellement ici et si toi tu les as changées. Grande culture uniquement, il n'y a plus de bovins. Historiquement, on a fait de l'engraissement de taureaux, mais voilà, ça s'est un peu cassé la gueule ici il y a 5 à 10 ans. Donc voilà, il y a eu une nette diminution de la production de viande bovine industrielle simplement. Et donc nous, on a décidé d'arrêter cette partie-là pour se concentrer uniquement sur la grande culture. Et donc nous, on part sur un froment, un escourgeon, enfin voilà, un blé, un orge pour les Français. C'est pas les mêmes. Parce qu'un escourgeon, c'est C'est de l'orge. de l'argent, ok d'accord. Ouais, voilà. On a des termes un peu différents. Et puis alors de la betterave sucrière, un peu des pommes de terre, forcément dans les bonnes terres. On exporte 80% des pommes de 80%. terre produites en Belgique. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et c'est clairement ça en fait qui fait tourner le modèle agricole, je veux dire dans sa globalité. Aujourd'hui, tous ceux qui fonctionnent bien, qui ont un modèle qui fonctionne, ce sont des gens qui ont des pommes de terre, pas tous, hein, mais tous ceux qui réussissent bien en ce moment, la plupart font de la pomme de terre. Donc tu m'as dit rotation en 5 ans, blé, orge, pommes de terre, Betterave. betterave. Et puis alors souvent on part sur de temps en temps un colza, là où on ne sait pas mettre de pommes de terre, un maïs. Et puis alors forcément on revient 2 fois tous les 5 ans avec un froment, quoi. D'accord. Et donc ton père faisait ça et tu fais exactement la même chose? J'ai une garantie en fait à suivre ce modèle-là parce que forcément j'ai des crédits à rembourser et donc je ne peux pas changer de modèle du tout au tout parce que j'ai besoin de garantie en fait. L'être humain fonctionne à la sécurité quand même un minimum. J'ai des petites marges de manœuvre, enfin qui sont petites mais qui peuvent être grosses pour d'autres. Je tente avec cette marge de manœuvre-là de faire de ma ferme le modèle qui me ressemble, quoi. Et donc là on part sur de nouveaux types de production, moins consommatrices de ressources qu'on va retrouver simplement dans nos sols, quoi. Tu penses à quoi? Ici j'ai remis par exemple beaucoup de prairies de fauche, c'est absolument pas nocif pour le sol, c'est juste du laisser-faire pour moi. J'ai remis des vergers, que ce soit en verger haute tige, donc là on est parti sur une base de pommes, poires, prunes, cerises. Eh oui, tu sais comment je sais? Non, On a vu Sébastien hier, il nous en a parlé. Ah oui, tout à Ouais. fait, voilà. Sébastien qui a donc planté mes 239 arbres il y a maintenant 1 an et demi. Et alors j'ai remis des haies un peu à droite à gauche aussi avec Sébastien. Ensemble, on a replanté près de 10 000 plants de haies en 2 jours, je crois, ou 3 jours. Voilà, c'était Énorme. C'était un beau record, mais on était une belle équipe. Je suis reparti ici aussi sur une production qui est novatrice dans nos régions, qui est la noisette. Donc j'ai la chance d'avoir ici un voisin qui développe la filière de noisettes, de la production à la transformation, à la revente pour les industriels, voire même au packaging pour le client lambda. D'une certaine manière, je m'associe à son projet en devenant producteur de noisettes pour son idée, qui est une belle chose pour la région, quoi. Et alors là, du coup, j'ai plein de questions qui m'arrivent en vrac, donc je les sors et puis après on les prendra une par une si tu veux. La première chose que je trouve intéressante, souvent dans l'image du grand public, les gens qui sont en agriculture productiviste conventionnelle se foutent de la biodiversité. Toi, tu prouves bien le contraire, déjà, avec tes prairies, en replantant des haies, en faisant des vergers de haute tige que j'imagine tu ne traites pas. Non, en bio. Et donc du coup, combien de personnes travaillent sur ces 190 hectares? 2. 2? 1. Non. Non, donc Bon, il y a... un et combien de chevaux? Non, mais en fait, ça dépend clairement les périodes. Il y a un plein temps plutôt sur l'administratif, là, qui est ma mère. Ouais. Donc moi, je suis à plein temps, mais je fais plutôt tout ce qui est extérieur et mener à bien des projets que j'ai choisis pour l'avenir de mon exploitation. À savoir qu'aujourd'hui, j'ai 2 sœurs qui ne souhaitent pas travailler sur l'exploitation et qui partent vers de nouveaux horizons. Et donc, voilà, elles me laissent l'opportunité de reprendre toute l'exploitation, quoi. Tu es tout seul, mais tu as quand même plusieurs tracteurs, il y a d'autres copains qui viennent les conduire, tu n'es pas tout le temps tout seul quand même. J'en ai un de grosse taille qui est pour les gros travaux lourds au champ, donc tout ce qui est déchômage, transport, fauche, enfin tout ça. Et puis j'en ai un de moyenne taille, 120 chevaux.
Et là, je fais plutôt tout ce qui est fenaison et qui remplace un peu le gros quand il n'est pas là. Chaque tracteur a son utilité et à aucun moment je n'ai besoin de les utiliser tous les deux en même temps. Je n'aime pas travailler seul en fait. C'est un truc que je sais et que j'assume. J'aime quand le travail est collectif et que chacun y trouve son compte. Et je pense que justement par les exploitations agricoles, il y a moyen de recréer des modèles qui ont l'obligation de travailler en collectif. Voilà. Ce n'est pas un métier vers lequel on a tendance à être de plus en plus seul. Dans le modèle que j'ai choisi, c'est un métier dans lequel on a tendance à s'entourer et à travailler avec d'autres personnes, quoi. Qu'elles soient issues ou non du milieu agricole, il y a la place pour tout le monde. Moi qui viens de ce monde-là, de la petite paysannerie plutôt maraîchère, c'est très rigolo parce que tu t'en rends pas compte et je pense que les gens de la chaîne, ils vont s'en rendre compte, eux, c'est que tu as dit un moyen tracteur de 120 chevaux. Pour nous, c'est énorme, 120 chevaux, tu vois. Le plus petit tracteur là, qu'on a vu, quelqu'un et qui vivait de ce métier-là, il avait un tracteur de 16 chevaux en maraîchage. Ok. Tu vois, donc 120 chevaux, c'est énorme pour nous. Et donc, c'est-à-dire que le gros, il fait combien? Il en fait 200. Ah ouais, 200. Ouais, mais dans les plus grosses exploitations, ici, on peut retrouver des tracteurs qui font 400 chevaux. Ah ouais, c'est des monstres. Ah, mais C'est des monstres. personnellement, je n'aime pas me pavaner là-dedans. C'est beaucoup trop imposant et tu sais ce que tu vas faire derrière avec ce genre d'outils. C'est du productivisme, clairement, quoi. Après, pour les parcelles que j'ai, 200 chevaux, ça reste aujourd'hui le minimum, en tout cas pour peu que je sois le seul salarié, quoi. Pour travailler 190 hectares, tu es bien obligé de compenser de la main-d'œuvre par des outils de plus en plus gros, c'est évident en fait. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Mais par exemple, j'ai acheté un nouveau tracteur. Dans mon modèle, on pourrait rire de moi parce qu'on pourrait dire, mais c'est clairement un retour en arrière, mais j'ai acheté un tracteur de 60 chevaux. Et donc là, j'ai besoin d'un petit tracteur en fait, pour faire des travaux plus légers sur des plus petites parcelles. Par exemple, ici, il va m'être utile dans les vergers aux tiges, dans les noisetiers. J'aurai une plage horaire beaucoup plus grande pour faire un travail équivalent, mais sur une plage horaire beaucoup plus grande avec des cultures différentes. Et donc, je peux me permettre d'avoir des tracteurs beaucoup plus petits, quoi. Et je me rends compte peut-être du gain financier à travailler avec des tracteurs beaucoup plus petits, C'est vrai? qui coûtent forcément beaucoup moins cher. Malgré qu'ils soient nouveaux, le prix au cheval est, je pense, moins cher. Ah ouais. Voilà, qu'un tracteur de 400 chevaux. Mais qui coûte, c'est vrai 300 avec 000 les bagnoles, euros. hein, si tu regardes. J'ai une Lamborghini. T'as ça, toi? Bah oui, t'as pas une Lamborghini toi? Ah non. Non. Tu roules pas en Nous dans le Tesla, toi? maraîchage, on fait du pognon. Ouais. On peut se permettre de rouler en Lambo. Ok. Non mais une Lamborghini, tu vois, ça, au cheval, ça coûte beaucoup plus cher qu'une Clio. Ouais, Enfin, je pense, ça se trouve, les gens vont me dire dans les commentaires, tu dis des grosses conneries, Nicolas. Mais il me semble, hein. de ce qui en ressort pour moi, c'est que ça revient moins cher, quoi. D'accord. Ok. Mais après, ça ne fait pas rêver les mêmes personnes de rouler sur ce genre de tracteur, quoi. Il y en a qui n'aiment rouler que dans des belles machines et des beaux tracteurs, parce que c'est confortable, on fait du gros travail, on fait du rendement, on voit qu'on avance. Il y en a qui ont besoin de ça pour se voir avancer, quoi, pour se voir travailler. Bien sûr. Qu'à l'inverse, celui qui roule sur un petit tracteur, ben forcément, il cherche autre chose que le confort et le rendement, quoi. Hmm. Il cherche la qualité du travail, la moindre destruction peut-être du sol avec le tassement de sol, enfin ce genre de truc. Bon après je n'ai pas encore de tracteur de 16 chevaux. Mais de toute façon, pour ce que tu fais, je pense que c'est l'avoue, mais- impossible. ouais, non. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que toi, tu as déjà vu mon spectacle, tu es Ouais. venu me voir. Donc je sais que tu as conscience des problématiques à venir, que ce soit le réchauffement climatique ou alors l'épuisement des ressources, notamment des énergies fossiles. Toi qui travailles justement avec des tracteurs sur des grosses surfaces, comment tu vis ça? Ça dépend le travail que je fais en fait. Il y a des travaux qui ne me dérangent pas et dans lesquels je ne vois pas spécialement la destruction ou le mal. Par exemple la fauche, tout ce qui est foin, tout ce qui est fenaison, tout ce qui est récolte de céréales, de blé, enfin, etc. Mais il y a des travaux plus lourds et qui se font souvent dans de mauvaises conditions. L'arrachage de pommes de terre, l'arrachage de betteraves, peut-être même des travaux, je vais dire légers, mais qui sont dans des mauvaises conditions climatiques, où on voit qu'on tasse le sol, on voit qu'on patine, on voit que chic, on voit que tchac. Il y a des moments, je sais que je ne suis pas à l'aise dans ce que je suis en train de faire, quoi. Je sais qu'il faut le faire parce qu'il faut en arriver au bout et repartir sur de nouvelles cultures après. Donc il faut que le travail soit terminé. Mais il y a des moments, j'ai mal au cœur pour ma terre de voir le travail qu'on est en train de faire, quoi. Et ça, j'avoue que souvent, ça me plaît pas et c'est ça que je ne trouve pas mon plaisir, en tout cas, à rouler dans de grosses machines, quoi. Justement, si tu confesses que tu n'es pas totalement en adéquation avec ce que tu fais, est-ce que tu penses déjà à un modèle du futur, à changer certaines itinéraires techniques ou... Bah, les itinéraires techniques, pour peu que les cultures soient choisies, elles vont rester plus ou moins les mêmes. Un froment, c'est un labour ou alors un décompactage. Après, c'est des phytos, puis c'est du déchômage, pas la récolte, du déchômage. Enfin, voilà. L'itinéraire est le même. La pomme de terre, ça va être la même chose, la betterave, la même chose. Tu ne vas pas révolutionner le bazar. Ce que tu peux révolutionner, c'est la finalité de ton travail, en fait. Et donc, par exemple, je trouve que les cultures pérennes, où on va utiliser en fait les arbres, vont apporter quelque chose de nouveau et quelque chose que j'arrive pas encore à palper maintenant parce que je n'ai pas encore de récolte de ces
de mes plantations. Tu maximises ton arbre pour qu'il te produise le fruit dont tu as besoin pour vivre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des familles derrière ces exploitations, et bon, il faut quand même du bénéfice pour les faire vivre. Voilà, tu la maximises, mais tu la laisses faire aussi d'un autre côté. Il y a des aléas climatiques qui peuvent te donner plus ou moins de rendement. De manière générale, tu n'as pas besoin de travailler ton sol pour avoir certains fruits, et tu n'as pas besoin de plus ou moins d'engrais qu'une autre culture pour obtenir un rendement qui te satisfait, qui te permet de gagner ta vie derrière, quoi. Quand tu prends cette conscience que parfois certains travails du sol te font mal, que tu essayes des cultures pérennes avec les arbres, tout ça, dans le syndicat dans lequel tu es, est-ce qu'il y a d'autres jeunes comme toi qui ressentent la même chose? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous n'en parlez pas? C'est difficile d'en parler parce qu'il y a... Allez, tous les syndicats ont un peu une ligne de conduite à tenir. La FJA, même, enfin, elle évolue, hein, et pour moi, elle va dans le bon sens, mais historiquement, on sort de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, à la fois, qui, elle, est clairement le syndicat des producteurs. C'est des grandes fermes, des grandes exploitations. En fait, c'est le syndicat qui a émergé de l'après-guerre et donc de l'expansion de nos rendements et de la taille de nos exploitations, quoi. Et donc, ce sont tous des ressortissants de cette évolution qui a été souhaitée et souhaitable dans l'après-guerre et les années 60, 70. En fait, la génération dont mon père est issu, dont ma mère est issue, dont voilà, beaucoup de gens autour de moi sont issus et qui sont encore dans ce modèle-là. Il y a une réelle prise de conscience dans la jeunesse, et on peut le voir dans ces spectacles, hein, je pense qu'il y a pas mal de jeunes quand même qui se déplacent pour te voir, qu'ils soient agriculteurs ou non. On a envie de changement en fait. On n'est plus d'accord avec ce qu'on fait. C'est difficile en fait de le crier tout haut, tu vois. C'est difficile d'être dans un syndicat et de dire non, tout ce qu'on fait c'est de la merde. Moi j'ai plus envie de ça. Il y a quand même des réalités financières derrière et des réalités de terrain derrière. Donc il y a des modèles qui s'adaptent à certains territoires sur lesquels tu n'as pas la main mise. Donc en tant que représentant, tu ne peux pas dire ce que tu veux, quoi. Est-ce que ça veut dire que tu te sens coincé dans ce modèle-là? J'ai moins de crédit que la plupart des agriculteurs parce que justement je reprends une exploitation, je n'ai pas de crédit de bâtiment, j'ai des crédits de machines, mais comme je fais beaucoup faire à l'entreprise, j'ai encore une capacité à investir dans le modèle dont je rêve en fait, le modèle qui me plaît réellement, quoi. Et ne pas investir dans ce modèle dans lequel j'irais m'enfermer et où en fait la seule finalité ce serait d'engraisser un système en fait. Et je pense qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui sont coincés dans ce modèle-là, qui cherchent le rendement, le bénéfice, le toujours plus sans réellement penser à la finalité des choses qui est le vivre ensemble, l'avenir qu'on peut offrir à ses enfants, le soin qu'on apporte à nos sols. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas l'occasion d'y penser parce qu'ils sont en fait dans une bulle et ils ne voient et n'écoutent que leurs négociants qui viennent proposer des nouveaux produits, des nouvelles solutions pour gagner plus, toujours plus. Enfin, voilà. Et ça, c'est une chose dans laquelle j'ai la chance de ne pas être coincé. Alors là, depuis le début, tu as souvent dit le modèle dont je rêve, le modèle que je veux réellement. C'est quoi ce modèle dont tu rêves? C'est un modèle qui va permettre de créer du lien social, que ce soit par la vente, par la production. Un modèle qui permet de donner du revenu à un maximum de gens simplement, que ce soit des métiers plutôt voilà, de gratter la terre, de planter, que ce soit des métiers plutôt de vente, que ce soit des métiers... En tout cas, un modèle voilà, où il y a des chaînes et des maillons qui viennent se créer autour d'une seule exploitation et autour d'un même territoire, quoi. La noisette, par exemple, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, je deviens producteur de la coopérative que mon voisin a créée et qui va permettre à une multitude d'agriculteurs de se regrouper pour proposer un nouveau produit et alors répondre à une certaine demande par laquelle aujourd'hui on répond avec des importations qui viennent de Turquie, de Chili, de Maroc, enfin voilà, des régions où on produit déjà de la noisette de manière historique, quoi. C'est un modèle aussi qui respecte le sol. Je ne suis pas contre le phyto parce que ça a beaucoup d'avantages et je suis peut-être le premier à en tirer les bénéfices. Je vois le mal qu'on peut faire avec des produits qui sont certes bons pour la plante mais qui ne le sont pas pour la qualité de vie d'un sol, quoi. Je le vois aussi par des pratiques dont je ne rêve pas. Moi, le labour, par exemple, c'est une chose qui est essentielle à certains moments, mais je ne me retrouve pas, je ne suis pas en adéquation. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde qu'un tracteur qui est en train de labourer, quoi, tu vois. Ça ne me plaît pas de voir ça, quoi. Mais je sais qu'on est quand même dans l'obligation, mais j'aimerais bien sortir de ça et peut-être aller vers des modèles simplement vers des productions plus pérennes, vers lesquelles on a besoin de moins travailler le sol, des productions qui sont moins gourmandes en énergie, donc qui demandent moins d'engrais, ou alors des engrais plutôt des engrais de ferme via des élevages qu'on a sur l'exploitation. Je ne suis pas éleveur dans l'âme, quoi. Historiquement, on a élevé un peu des taureaux pour les engraisser. Ça fait mal au cœur de voir des bêtes qui sont enfermées et que tu gaves aux céréales et qui après quelques mois s'en vont parce qu'elles ont triplé de volume. Peut-être que ça payait à l'époque, mais c'est pas pour ça que tu es plus heureux et c'est pas pour ça que ton travail te donne plus de sens. Je sais que le bovin et en tout cas que l'animal a une place essentielle dans
dans les exploitations, mais justement pour retrouver une certaine autonomie dans les intrants. engrais, dans certaines productions que tu ne valorises pas autrement. Et donc ici, on peut en rigoler, mais j'ai repris un élevage d'Aubrac. Ça fait 6 mois là que j'ai repris 3 génisses parce qu'elles ont une utilité à moyen terme sur mon exploitation, quoi. Là, je les prends, moi je vais pas en faire de la viande tout de suite, j'en ai pas spécialement envie, mais elles vont me permettre de pâturer des zones qui me seraient perdues sinon. Je vais pouvoir faire des veaux que je vais pouvoir élever, peut-être engraisser, non pas en bâtiment, mais en extérieur, parce que c'est des races rustiques qui s'engraissent au foin, et donc ça reste naturel pour elles de manger du foin, quoi, tu vois. C'est des petites choses qui me permettent de transiter vers un modèle dans lequel je suis plus à l'aise, quoi. Pour moi, une exploitation, c'est pas une entreprise qui doit créer du bénéfice, même s'il en faut un minimum. Mais c'est pas le but ultime de l'exploitation agricole. Le but ultime, c'est de nourrir les gens, c'est de proposer un environnement souhaitable pour les gens qui nous entourent, quoi. On n'est pas seul sur notre territoire. Bon, certes, j'ai mon premier voisin qui a 1 kilomètre, un autre là-bas à 500 mètres, un autre là-bas qui a peut-être 1 kilomètre à vol d'oiseau. Je veux dire, je peux me sentir seul, mais pour peu que je me déplace, les problématiques émergent de mes voisins et je suis peut-être la seule personne à y répondre. Je dois penser à la collectivité, quoi. Et c'est pas que je dois, c'est que j'en ai envie, simplement. C'est vrai que tu touches à un point qu'on a rarement abordé, je t'avoue, sur ma chaîne YouTube, la nécessité des paysans dans notre pays. L'utilité des paysans au-delà même de leur métier d'agriculteur. Les services que ces gens-là rendent à la société. Ouais. C'est vrai, tu le dis, parfois une mairie va avoir besoin de toi, quelqu'un qui a coincé sa bagnole dans un talus, c'est toi qui vas venir chercher pour lui enlever sa bagnole, non? Déjà, on a une certaine image dans nos régions, tu vois. Quoi que dise un agriculteur, il est écouté, qu'il soit petit, gros, moyen. Il a une réalité de terrain que certains n'ont pas. Il a un certain aura qui lui est légitime, en fait. Et donc les gens l'écoutent, les gens ont envie de savoir ce qu'il pense, que ce gars-là qui est agriculteur vienne aider les gens qui en ont besoin, parce que c'est gai, l'agriculteur là de mon village est venu m'aider. C'est vraiment un endroit sympathique, il me passe en tracteur, il me fait signe, il est venu me tirer avec ma voiture, il m'a donné des pommes de terre parce qu'il en avait trop et ça tombait de sa benne, enfin tout genre de trucs. C'est des petites choses, mais qui font que sur un territoire, on a une réelle utilité en fait. Et que c'est, je pense, l'agriculture qui crée le monde rural, le monde rural, simplement. Mais oui, c'est même vous qui construisez les paysages même. Mais ouais, mais au plus on est petit, au plus forcément on a une belle image dans les yeux du grand public, mais pas spécialement pour les gens du village, enfin les gens proches de nous. Au plus on est grand, au plus c'est synonyme de réussite en fait. On connaît tous le gros fermier du village, on connaît tous le gros fermier des 5-10 villages à côté, on connaît tous le gros fermier qui a développé un nouveau projet, on connaît tous le gros fermier qui a un nouveau tracteur. C'est des choses qui se voient, c'est palpable, c'est des choses que les gens peuvent toucher, quoi. Justement, tu vois, c'est ça qui est assez fou. Cette réussite à l'agrandissement dans le monde agricole et peut-être même encore plus dans le conventionnel n'est pas forcément signe de réussite parce que souvent les gens grossissent, mais finalement s'endettent, ont de plus en plus gros tracteurs, de plus en plus gros crédits, de plus en plus de phyto. C'est même pas forcément une réussite, ça en fait. Après, tout est proportionnel, hein. Tu dis de plus en plus de phyto. À l'hectare, c'est pas parce qu'il a une plus grosse ferme qu'il va en mettre plus, quoi, hein. À l'hectare, tout à fait. Il en met plus dans la globalité, mais tout est proportionnel, quoi. Mais à l'inverse, ce genre d'exploitation, pour peu qu'elles aient envie de changement ou envie de mieux faire, ce sont des exploitations qui ont des capacités financières pour investir dans des nouvelles techniques qui vont permettre de réduire peut-être un certain nombre de phytos, de réduire un certain nombre du travail du sol, peut-être du passer au semi-direct. C'est des machines très lourdes qui coûtent très cher. Et ce sont ce genre d'exploitations qui ont les moyens financiers pour le changement, quoi. Par contre, ce genre d'exploitations qui sont certaines fois beaucoup trop grosses ne font plus rêver peut-être la génération d'après parce qu'ils ont vu leurs parents travailler d'arrache-pied pendant des jours, des mois, des années sans jamais prendre de congé et ça ne fait pas rêver la jeunesse de reprendre ce genre d'exploitation. Et même financièrement, en termes de capital, c'est des exploitations qui valent beaucoup trop. Un jeune qui est issu de rien, que ce soit le fils d'eux ou pas, il n'a pas spécialement envie d'investir là-dedans, quoi. Il a peut-être d'abord envie de se créer lui-même, d'avoir un modèle qui lui convient et qui, comme son père, a fait grandir ce modèle et fera grandir son exploitation de cette manière-là, mais il n'a pas envie de racheter le modèle d'un autre en fait. C'est pour ça que des fois certains fils d'agriculteurs ou filles n'ont pas envie de reprendre des exploitations parce que c'est trop gros, ça va coûter trop cher, je vais perdre mon temps. Et la preuve en est pour la mienne avec le nombre d'hectares qu'on a en propriété. J'ai calculé avec un prix du foncier qui est peut-être 35-40% en dessous de la moyenne aujourd'hui. Si je rachète le foncier de mes sœurs, je vais travailler toute ma vie. Juste pour rembourser. Juste pour rembourser la terre.
sans jamais en avoir profité. Le peu de gains que j'en aurai va rentrer dans le remboursement et je n'en tirerai aucun revenu. Et il faudra même que je me donne encore plus à côté pour compenser la différence entre le gain et le crédit. Est-ce que moi j'ai réellement envie de ça? J'ai peut-être envie d'avoir des hectares et j'ai pas envie d'en perdre. C'est comme ça pour beaucoup d'êtres humains. On n'a pas spécialement envie de perdre les acquis qu'on a pu gagner par le passé ou les acquis qu'on nous a offerts. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie, moi, de travailler comme un connard pour que d'autres personnes en profitent, malgré que ce soit mes sœurs. Elles vont en tirer le revenu net de la terre et moi je dois travailler pour ça. Et d'un autre côté, je ne peux pas leur dire non, je ne vais jamais vous les racheter, vous allez me les louer à vie. Parce que c'est aussi à elles, c'est leur droit de les utiliser de la manière dont elles veulent, quoi. Bien sûr. Les machines pour faire du semis sous couvert, c'est des grosses machines en fait qui sont lourdes et qui coûtent cher. Avant de répondre à cette question, est-ce que tu peux aussi vulgariser ce que c'est que le semis sous couvert et pourquoi c'est considéré comme plutôt vertueux pour l'environnement? Donc en fait, tu pars sur une base d'un couvert végétal qui enrichisse ton sol, qui t'apporte certains nutriments, de l'azote, enfin ce genre de trucs, des engrais que tu aurais amené autrement si tu n'avais pas utilisé ces couverts. Et puis simplement que tu vas détruire ces couverts en le broyant ou simplement en les roulant, voilà la manière dont tu veux. Et sans travailler le sol, tu vas incorporer ta nouvelle semence qui va te permettre de récolter ta nouvelle culture. Et ça va être un cercle comme ça, sans fin, mais qui est vertueux parce qu'à aucun moment tu travailles ton sol. Donc à aucun moment tu n'auras besoin de machines, en tout cas lourdes, qui font du mal ou d'une manière ou d'une autre au sol, quoi. Mais donc tu disais que les machines pour faire ce semis direct sont chères. C'est des machines qui coûtent très cher, c'est des machines à 100, 120, 130. 150 000 euros. Quand on parle de la machine, on parle juste de l'outil porté que tu mets derrière ton tracteur. Ouais. Et en plus de ça, il faut quand même un gros tracteur. Et ça, c'est les exploitations plutôt de grande taille qui les ont déjà. Enfin voilà, ça vient simplement compléter un parc à machines. Mais en tout cas, ces gens-là qui ont les capacités financières de rentabiliser ce genre d'achat, quoi. Et tu peux le faire avec des plus petites machines, même que tu peux créer toi-même. Mais tu n'as jamais la même qualité de travail qu'une machine qui est pensée par des ingénieurs et qui a été étudiée pendant 3 ans avant d'être construite pour la première fois, quoi. Toi, c'est le genre de machine que tu as ou que tu comptes avoir? Là, pour le moment, je n'en ai pas, mais c'est bien vers ça que je compte aller, ouais. Après, c'est toute une autre gestion de l'exploitation, quoi. Et ça n'est pas dit que même si tu disposes de ce genre de machine et ce genre de système, qu'une année, tu n'auras pas besoin de labourer ta terre et d'avoir une rotative Une rotative, ça va encore, après, ça ne mélange pas les horizons de sol. Non, mais souvent tu fais ça après un labour ou un décompactage. Okay. Des fois le labour, ça reste essentiel et là tu es obligé de mélanger tes horizons, quoi. Parce qu'il fait mauvais, quoi, hein. Je connais des gars que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient plus labouré. Ici il pleut depuis le mois. On a de la chance, ici c'est les 4 premiers beaux jours de beau temps d'affilée qu'on a depuis le mois d'octobre l'année passée, quoi. Ouais, paraît-il, ouais. Depuis le 23 octobre, il pleut, voilà, ça n'en finit jamais, quoi. Et alors ça, c'est une notion qui est super intéressante parce que moi, je ne l'ai pas du tout. Ça ne fait pas du tout partie de ce que j'ai l'habitude de voir et de connaître en maraîchage. Le labour, donc quand il a plu pendant longtemps, il est obligatoire. Pourquoi? Quel est son avantage? Tu peux m'expliquer? Quand il pleut, forcément, l'eau reste à proximité de la surface sur un court temps, quoi, hein. Donc il va pleuvoir 20 litres, tes 5 premiers centimètres de sol vont être complètement mouillés. Toi, tu vas rentrer dessus avec ton tracteur, ça n'ira pas, tu ne sauras pas faire un bon travail. La seule manière de retrouver un sol convenable, c'est d'aller chercher de la terre de meilleure qualité et qui a une teneur en humidité qui est celle que tu souhaites pour faire ton travail de semis, que tu vas aller rechercher dans le sol en retournant ton sol, quoi. Depuis la nuit des temps, on fait ça et ça a une logique, tu vois, hein. Avant, on faisait ça avec des chevaux, mais c'était un socle, 2 socles, donc on faisait 50, 60, 1 mètre maximum de large. Maintenant, on a les capacités d'avoir des machines qui font 3, 4 mètres de large. Et puis il y a le problème de la profondeur aussi, il n'y a pas que la largeur. Oui, la profondeur, mais ça n'a pas forcément évolué avec le temps, quoi. On laboure toujours à 20 cm, 30 cm parfois, mais la moyenne, ça va rester 20, 25 cm. Ce qui est intéressant dans ce que tu me racontes, pour moi, c'est pas l'image que j'aurais d'un syndicaliste conventionnel, tu vois. Et je pense que dans la tête du grand public aussi, tu n'es pas l'image que le grand public a. Et je trouve ça intéressant de déconstruire l'image. Pourquoi toi, tu t'es syndicalisé? J'ai le temps. Il ne faut pas oublier que faire passer ses idées, c'est surtout avoir le temps de les exprimer et le temps d'en discuter avec un maximum de gens. C'est réellement un avantage que tous les syndicalistes peuvent avoir. Et moi, je suis engagé syndicalement parce que j'en ai envie, j'ai envie d'exprimer mes idées, de faire évoluer le modèle. Je sais qu'il n'est pas en bonne passe et que tu sois l'oiseau de mauvais augure ou pas, le message a besoin d'être transmis auprès des gens et on a tous besoin d'avoir un moment, quelqu'un qui fait qu'on ne se sent plus seul, en fait. Voilà, que le modèle a besoin de changement, d'évoluer, de changer complètement de vision. Et ça va permettre à certaines personnes, en fait, de pouvoir se tourner vers les syndicats. Parce qu'en fait, non, les syndicats, ça n'est pas qu'un modèle bien défini
et on avance tous dans le même sens, quoi, que ce soit souhaitable ou non pour le grand public. Tout le monde peut se tourner vers des syndicats parce qu'il sait qu'il y aura quelque part quelqu'un qui saura l'écouter et qui saura transmettre son message, quoi. Quand je t'écoute parler, on pourrait se dire, mais alors pourquoi tu n'es pas syndicalisé chez alors l'équivalent de la Confédération paysanne en Belgique, je ne sais pas ce que c'est, mais on pourrait se dire, si tu as envie que le modèle change, pourquoi pas directement aller vers ce genre de syndicat qui est plus revendicatif encore, tu vois? C'est prêcher pour des convaincus, en fait. Ça sert à rien. Toi, ton message, tu le fais passer devant un public qui ne te connaît pas forcément et ton but, c'est de les toucher au plus profond d'eux-mêmes alors qu'ils ne savent pas qu'ils viennent te voir, ils ne savent pas qu'ils viennent écouter ce genre de message. Tu as quand même envie de faire passer ton message, mais moi, c'est un peu l'équivalent, mais dans le monde syndical, quoi. Sinon, toi, tu irais à tous les festivals écologistes, tous les trucs bobo écolo, machin, et d'office, tu aurais des adeptes, mais c'est pas ce que tu as envie. Exact. Tu m'as dit tantôt que tu préférais parler à des inconnus, tu vois. Ouais. C'est un peu l'équivalent pour moi de parler à des gens qui ne sont pas forcément en accord avec moi, mais à qui j'ai quand même envie de donner ma vision. Mais alors du coup, ça veut dire que dans ton milieu, tu dois te heurter à des gens qui se disent, mais comment ça se fait qu'il pense ça, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fout chez nous, quoi? Ouais, clairement, mais à l'inverse, il y a des gens, je n'aurais jamais pensé ça d'eux, mais ils viennent me trouver, ou ils viennent me parler, ou ils viennent me parler de choses. Enfin voilà, ils sont beaucoup plus sensibles à l'écologie, sans réellement le dire publiquement, mais vers moi, certaines personnes osent le dire, quoi, parce que osent m'en parler, parce que moi, je n'ai pas peur de le dire ou de m'exprimer, quoi, simplement. Je pense que d'un point de vue du grand public, les syndicats agricoles conventionnels sont des syndicats qui recherchent le productivisme avant les autres intérêts. Dans les yeux du grand public, tu as d'un côté les méchants conventionnels et les gentils permaculteurs. Moi, je dis ce n'est pas vrai, mais dans les yeux du grand public, c'est très manichéen. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas syndicalisé chez vous. Ce qui est intéressant, c'est dans notre échange, dans notre rencontre, tu vois, c'est d'apprendre à se connaître, tu vois, aussi. Ouais, mais il y en a dans le syndicat, et peut-être que j'en fais partie, qui ont une vision plus long terme, tu vois. En fait, je pense que tes positions, tu les exprimes en fonction de la longueur de temps que tu te donnes. Si tu vois les problèmes à 40 ans, ben forcément, tu prends les décisions aujourd'hui qui vont te permettre d'éviter ce problème-là à 40 ans. Si tu vois le problème la semaine prochaine, tu vas faire complètement l'inverse de ce que tu aurais fait pour tes 40 ans, quoi. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup trop qui ont des visions court-termistes et beaucoup de fermes sont coincées dans ce modèle-là de productivisme. Et donc, il faut qu'on prenne les décisions qui permettent à ce modèle-là d'aller mieux. Mais à aucun moment, on va accepter de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce modèle-là, mais qui, à plus long terme, nous serons favorables, tu vois. Dans un syndicat, il faut un peu tout type de pensée parce que moi, je vois plutôt long terme, mais peut-être que d'autres voient plutôt à court terme et donc vont réellement répondre à des problématiques qui sinon vont faire des crashs à court terme, tu vois. Et donc, il faut prendre les décisions qui vont éviter ces crashs à court terme. Mais c'est pas pour autant qu'il faut éviter de prendre les bonnes décisions sur le long terme, tu vois. Il faut tout type de gens, en fait, dans des syndicats. Peut-être qu'on ne se sent pas spécialement à sa place dans un tel ou un tel syndicat, mais la finalité, on la connaît, on veut quand même avoir un impact positif sur le monde futur, tu vois. Et c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on se donne. Il faut bien comprendre qu'être syndicaliste, je n'en tire pas spécialement de revenus. Je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour mes idées et pour le bien collectif. Il faut être convaincu au final de ce qu'on pense pour oser donner de son temps à ce point-là, quoi. Tant qu'on est sur ces questions qui pourraient fâcher, et j'en suis persuadé en plus que les gens dans les syndicats, peu importe le syndicat, sont persuadés de faire le bien. Toi, tu en as parlé plusieurs fois, tu utilises des phytos, tu n'as pas de problème avec ça. Quelle est ton opinion sur les phytos et leur impact? Je sais que ça a un impact négatif, mais comme je te l'ai dit, mon modèle est tel qu'il est, je ne peux pas le changer du tout au tout, donc je ne vais pas dire que j'en ai l'obligation, parce que si je veux changer, mais je peux le faire, il me suffit de signer un papier, tout en bio, et j'arrête tout. Mais je n'ai pas les infrastructures, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas le savoir pour aujourd'hui transiter ma ferme pour qu'elle soit la plus belle et la plus vertueuse possible. Il faut accepter la réalité de terrain, on a tous des crédits à payer, mais ça n'est pas pour autant que je ne transite pas vers un modèle qui est sans phyto. Mais en tout cas, il y a certaines cultures vers lesquelles je n'ai pas envie d'aller, quoi. Jamais je vais faire de la pomme de terre bio, c'est beaucoup de travail. Jamais je ferai de la betterave bio. C'est un travail de titan, c'est un travail d'année. Il faut passer tout le temps à la main, gratter sous le soleil, machin. Tout ça pour avoir des rendements qui ne te permettent pas de gagner beaucoup mieux. Mais donc il y a certaines cultures que j'ai passées en bio parce que je suis convaincu que ça a du bon pour l'environnement, quoi. Et même du bon pour moi en tant qu'agriculteur et en tant que citoyen de ce monde simplement. Hein. J'ai pas envie de vivre demain dans un monde où le premier puits que je vois, je peux pas boire l'eau parce qu'elle est polluée, parce que là-bas au-dessus il y a une plaine et qu'on y fout des phytos à gogo, quoi. La pollution des sols avec ces intrants, c'est pour moi le problème le plus grand à long terme, tu vois. Tu te dis qu'il y a certaines cultures que tu ne pourrais pas te permettre de faire en bio. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pourrais carrément te dire, ces cultures, je ne les fais plus, je fais autre chose. Et l'autre question que je voudrais te poser, c'est que tu dis très justement, je ne peux pas changer du tout au tout, sinon ma ferme, elle coule, hein, clairement. En plus, toi, tu essaies
de faire ta transition à ton rythme, avec tes moyens, et bravo déjà. Est-ce que tu penses que pour accélérer cette transition, que ce soit la tienne ou celle de tes collègues, d'où ça devrait venir? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est l'Europe? Qui est-ce qui pourrait aider cette transition selon toi? J'ai une agriculture qui tourne à l'énergie fossile, tu vois. Je sais que voilà, je veux du mazout, j'appelle mon livreur, il m'en amène, il remplit la cuve, je remplis mon tracteur, j'aboure mon champ, enfin soit. Je peux avoir ça. Le souci, c'est que en fait, notre réalité est complètement fausse à cause de cette capacité-là qui nous rend surhommes, en fait. On a les moyens de le faire, donc on le fait. On a les moyens de produire beaucoup, donc on produit beaucoup. On a les moyens de faire de la merde, donc on fait de la merde, simplement. Je dis pas que je fais de la merde, hein, mais en général... voilà. Oui, dans la vie, l'être humain est fait ainsi. Ouais. Grâce au pétrole, à cause du pétrole. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a derrière qui en tirent un profit, tu vois. Pour quelle finalité, j'en sais rien. Ils veulent juste plus d'argent et s'acheter une nouvelle Tesla, tu vois. Dédicace à cet enfoiré qui m'a rayé mon camion aujourd'hui. Là où on va réellement transiter vers une agriculture plus novatrice et plus respectueuse des gens et peut-être simplement de l'environnement, c'est quand notre seule ressource d'énergie, ce sera justement cet environnement qui nous entoure. Parce que la Terre nous donne de l'énergie, hein. Ce qu'elle fait pousser, c'est de l'énergie, tu vois. Le travail, on l'aura via les gens qui nous entourent. Ils auront peut-être du temps libre à nous donner pour produire telle ou telle culture. Mais pour moi, la seule transition possible, c'est lorsqu'on manquerait clairement d'énergie, tu vois. Et en attendant, ça n'est que des belles paroles et des belles images, quoi. Ok. Donc il faudrait que je te relance sur un truc. On vient de perdre un élément du décor. Est-ce que tu peux pousser plus loin l'idée que tu as de l'influence du pétrole sur l'agriculture? Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, mais on peut voir que l'augmentation de rendement, en tout cas en agriculture, est complètement en corrélation avec l'augmentation de la consommation de pétrole. Il ne faut pas se leurrer, on sait qu'on a pu produire plus et produire beaucoup plus de masse, utiliser beaucoup plus de champs, utiliser beaucoup plus de tracteurs, parce qu'on a eu accès à beaucoup plus de pétrole, et toujours moins cher, tu vois. Proportionnellement, le pétrole est moins cher que dans les années 50, quand on commençait à l'utiliser massivement dans nos fermes, tu vois. Et donc, en fait, ça a permis à nos exploitations de produire plus, donc de gagner plus, et donc de trouver plus de rendement. Mais d'un autre côté, ce pétrole-là a permis de créer un autre système complètement à côté du monde agricole, dans lequel des agriculteurs ont sauté pieds joints, tu vois. Donc ils ont décidé de quitter leur ferme pour rentrer dans un nouveau monde qui leur est complètement inconnu, mais qui a l'air plaisant, tu vois. Le monde du salariat, de l'entrepreneuriat, et le monde de la consommation simplement. Et en fait, les agriculteurs qui, d'un côté, sont restés là-dedans, et c'est un peu la chance que j'ai eue avec mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, c'est qu'ils ont toujours décidé d'investir dans le monde agricole et d'utiliser forcément toujours plus de pétrole pour gagner toujours plus d'argent. Et donc pouvoir reprendre toutes ces fermes qui d'un autre côté sont délaissées par ceux qui n'en veulent plus, quoi. Et donc les fermes n'ont fait que s'agrandir parce que voilà, on n'avait plus besoin de tant de main-d'œuvre pour tant d'hectares. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait les fermes sont devenues des usines, tu vois. C'est des usines à gaz et on produit, on gagne de l'argent et machin. Et les petites fermes qui n'ont plus évolué depuis les années 80, forcément sont vouées à leur perte, tant qu'on reste dans ce modèle-là. Et donc, en fait, toutes ces fermes-là, que... on connaît tous la moyenne d'âge des agriculteurs en Wallonie, je crois que c'est 55 ans, tu vois. Donc ça veut dire que dans les 10 ans à venir ici, il y a plus de la moitié des fermes qui vont transiter d'une personne à l'autre. Mais qui va reprendre ces fermes-là? C'est pas les petits jeunes, c'est pas les petits gars qui travaillent chez moi qui ont envie de reprendre des fermes, tu vois. C'est les gros qui ont déjà la blinde d'hectares et qui en veulent toujours plus et qui ont les capacités financières de racheter ces petits agriculteurs-là, tu vois. Ça n'est qu'un plus. Ils ne vont pas doubler, tripler de volume en rachetant la ferme de 40 hectares. Ils vont peut-être prendre 5-10%, tu vois. Et donc, en fait, certaines fermes vont devenir tellement grosses, forcément plus personne ne saura les reprendre, mais elles auront trop de pouvoir, tu vois. Et ça, c'est partout sur le territoire. Donc, sur tout le territoire, le nombre de fermes diminue et certaines fermes sont toujours de plus en plus grosses. Et donc, en fait, les territoires vont être gérés uniquement par des agriculteurs. Parce qu'au final, c'est eux qui nourrissent les gens, c'est eux qui ont accès à la terre, c'est eux qui décident de planter une haie, c'est eux qui décident de couper un arbre, c'est eux qui décident de mettre des patates, c'est eux qui décident de mettre des phytos, c'est eux qui décident de plein de choses. Mais le jour où il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce que tu fais quand tu as 2, 3, 400 hectares et que tes tracteurs, tu ne sais pas les faire tourner? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais réellement? Tu as la main mise sur 300 hectares, 400, je connais des gars, ils ont 500 hectares, 600 hectares. Ici, tu vois, ça n'a aucun sens d'avoir ça ici. C'est complètement décorrélé de la réalité. D'un autre côté, les gens veulent produire, veulent retrouver une certaine autosuffisance que leurs grands-parents et grands-parents avaient, tu vois, mais qu'ils ont délaissé pour s'en aller à la ville et
et consommer, tu vois. Mais ces gens-là vont revenir à la terre, ils vont retrouver, regarde pendant le Covid, tout le monde voulait retrouver à la terre. C'est clair. Parce que les gens en fait n'avaient plus que ça à penser et ils ont retrouvé quelque chose qu'ils avaient perdu et ils voulaient retoucher la matière, tu vois. Ouais. Et pour moi, le Covid, ça a été complètement révélateur. Mais alors, à partir du moment où il n'y a plus de pétrole, que tu gères, alors on va dire 300 hectares, qu'est-ce que tu fais avec? Tu ne sais pas produire 300 hectares tout seul. Un gars tout seul ne sait pas cultiver 300 hectares à la main. C'est impossible. Ça se saurait depuis la nuit du temps. Déjà, 1 hectare, c'est compliqué. Ouais, déjà 1 hectare, à mon avis, c'est bien trop compliqué. Mais donc, en fait, tu deviens le chef d'un territoire. Qui devient des ronces. Ouais, mais non. Bah, si tu n'as pas de pétrole, Tu retournes. ça devient Là, des ronces tu partout. retournes à l'âge de pierre et c'est le châtelain, le gros fermier qui possède le territoire, qui va décider de mettre à droite, à gauche, en échange de revenus nets dans sa poche, des terres dont il n'a plus spécialement d'intérêt parce qu'il ne sait plus les utiliser, tu vois. Le monde va... L'écart entre les riches et les plus pauvres va exploser, je pense, à cette période-là, quand l'accès aux gains ne sera plus que dans la poche de quelques-uns, tu vois. C'est déjà ce qui est en train de se passer. J'ai raccourci le bazar. Hein. Ouais. Parce que j'ai déjà parlé de ça à des gens, ça dure 1 heure. Tiens. La finalité, c'est que si on laisse l'opportunité à certains d'acquérir le foncier et de prendre la main mise sur un territoire, parce qu'ils en ont les capacités, et ce sont des gars qui n'ont pas peur de venir près de toi et de dire ta terre là, je te l'achète, tel prix, à prendre ou à laisser. Et toi, tu vois ça, t'as jamais gagné ça en 1 année. Tu vois, admettons, tu vends 10 hectares. Et le gars, ton voisin, qui est beaucoup plus gros que toi, il dit, je t'en offre 100 000 € de l'hectare. D'un seul coup, tu es millionnaire. Ouais, d'un seul coup, t'es millionnaire. Qu'est-ce que tu fais? Et quand tu as 50, 60 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fait crever toute ta vie. Mais forcément que tu acceptes. Donc d'un autre côté, on perd en autonomie et on donne notre pouvoir à Quelques-uns. quelques-uns. Et pour moi, il est là le mal du siècle, tu vois. On ne le voit pas encore, mais il est là et prochaine crise, Covid ou tout ce que tu veux, les gens vont reprendre conscience qu'ils doivent retourner à la terre et prendre conscience qu'ils ont besoin de choses simples et que le consumérisme, en fait, c'est de la merde. Et ils vont se rendre compte, en fait, le foncier, moi, je ne peux pas en avoir. Comment ça se fait que je ne peux pas en avoir? Parce qu'il appartient à l'autre. Et l'autre, il a travaillé toute sa vie, par contre. Hein. Le gars qui a réussi, il ne faut pas croire, il a travaillé comme un acharné. Ça ne tombe pas du ciel pour tout le monde, tu vois. Tout le monde a dû travailler à un moment pour réussir. Certains sont les héritiers de ce modèle-là, mais certains ont créé le réussite, tu vois. Et on ne peut pas leur enlever. On ne peut pas enlever à ces gens-là le fait d'avoir pris des initiatives et le fait d'avoir cru en leur projet, enfin quoi que ce soit. Il y a 2 modèles qui vont s'affronter et voilà, il va falloir qu'un modèle paye pour l'autre, tu vois. Tu causes bien, Maxime, hein, quand même. Hein. Qui aurait pu prédire que ce discours sortirait de la bouche d'un agriculteur conventionnel? En fait, ça tu mets dans la vidéo ou pas, mais pendant le Covid, j'avais des frissons là. Je crois que j'ai fait une dépression. Et je me suis beaucoup plongé dans la lecture, tout ça. J'ai beaucoup lu Aurélien Barraud. Ah non, d'abord j'ai lu un livre de Pierre Rabhi. Ouais. Et c'est le livre qui m'a fait changer de vision, tu vois. J'ai lu ce livre, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fous, moi? Quel impact j'ai réellement sur mon monde quand je vois que des mecs comme ça existent, tu vois? Pourquoi moi je suis là, pavané dans mon gros pick-up, et aller voir mes champs, et machin, quand on a d'autres qui se battent pour sauver peut-être simplement l'humanité, tu vois? Et qu'est-ce qu'on va retenir de moi si je continue dans ce modèle-là, tu vois? C'est pas ce que tu possèdes que les gens vont retenir de toi, tu vois? C'est pas parce que tu as eu un jour une Lamborghini ou un jour une Ferrari ou un jour 300 hectares que les gens vont se souvenir de toi de manière positive, tu vois? C'est plutôt ce que tu as fait, c'est la manière dont tu les as touchés dans le cœur qui font que, voilà, qu'on se souvient de toi. Et j'ai pas spécialement envie de rentrer dans la postérité, mais j'ai envie que mes enfants et petits-enfants aient une image positive de moi, tu vois? Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ça. J'ai pas d'enfants, je ne suis pas encore prêt d'en avoir, mais c'est pour eux que je le fais, tu vois? Tu y aller. Moi aussi. Ouais. Ah putain. Alors là, j'y croyais pas. Ça serait... Non mais le soleil tape fort en Belgique, hein, ça c'est connu. Des cadeaux d'anniversaire que j'ai déjà fait aux gens, c'est des montagnes de livres, tu vois. Et j'ai pas peur de claquer 100 balles dans un cadeau pour des livres, toi.
je sais que ça aura un impact positif sur la terre entière, tu vois. Donc j'investis pas dans le mec, c'est pas parce que je lui offre un tour en bagnole au circuit de Medtech, le monde va être plus heureux, tu vois. Par contre, si je lui offre une pile de livres qui va lui faire prendre conscience de certaines choses, le résultat sera beaucoup plus grand, tu vois. Et alors donc du coup, deuxième tournée? Chier. Je vais ma chérie dans la caméra. T'inquiète, j'ai l'habitude. Du coup, premier livre pendant le Covid, Pierre Rabhi. Et ensuite? C'était Aurélien Barraud, Ouais, Jean-Marc Jancovici. ouais. Et puis, enfin, pas mal de gens qui gravitent autour de leur message, tu vois. Et c'est réellement quand tu les écoutes et que tu prends conscience que ce qu'ils disent, c'est pas futile, tu vois. Ça a une réelle utilité, ça a un réel message derrière et un réel besoin sociétal de les écouter, de transiter vers ce que eux, enfin, proposent aux gens, tu vois. Je ne veux pas dire que c'est des savants qui savent tout, mais ils ont, pour moi, une image de la société qui est plus heureuse et plus apaisée, dans laquelle il y a moins de... Tout qui est plus lent, il y a moins de rapidité, il y a moins de bagnoles, il y a moins de tracteurs, il y a moins de malbouffe, il y a moins de grandes villes, il y a moins d'iPhone, il y a moins de tout, tu vois. C'est pas compliqué, il faut moins de tout pour être plus heureux, je pense. Mais ça n'est pas pour autant qu'il faut pas moins de racines, tu vois. Et pour moi, la terre, c'est la racine. Et c'est à partir du moment où tu n'en as plus, où tu n'as plus de chez toi, où tu n'as plus de territoire, où tu n'as plus d'endroit où tu peux cultiver ta terre, tu es complètement déconnecté en fait, de la réalité telle qu'un agriculteur peut la concevoir, tu vois. C'est mon territoire, c'est ma racine qui font que j'ai envie d'avancer, tu vois. Je serais volatile comme ça, sans endroit où aller, je sais pas ce que je ferais de ma vie. Hein. Je serais peut-être devenu acteur, mais... Mais après, tu serais devenu paysan. Ouais. À mon avis, fin de carrière, paysan, claque. Et étonnamment, j'ai toujours dit que je voulais prendre ma pension à 40 ans, tu vois. Pas pour arrêter de travailler, tu vois. J'estime pas que ce que je fais tout le temps, c'est un travail. C'est plaisant des fois de cultiver, de produire, de voir du résultat. C'est plaisant et donc c'est pas réellement un travail pour moi. Mais par contre, investir, payer des crédits, rendre compte à la société, ça c'est un travail, tu vois. Et ça c'est un truc dont j'ai envie de me sortir le plus tôt possible. Et donc là, moi j'ai commencé ma carrière, à 21 ans, j'ai racheté des terrains, soit je vais reconstruire des bâtiments, tout ça. En fait, je fais ça le plus tôt possible pour que dès que j'en ai les moyens, j'ai encore du temps devant moi pour proposer quelque chose un modèle qui est souhaitable pour tout le monde et que tout le monde a envie de suivre, tu vois. Il n'y a que celui qui n'a pas de problème d'argent et que celui qui n'a pas de problème de temps qui peut proposer ce genre de choses, tu vois. En fait, j'ai envie d'arriver à ce but-là, tu vois. C'est vrai, c'est marrant de s'en rendre compte aussi jeune. Il y a un truc qu'on dit souvent, et je pense que quelque part c'est vrai, c'est que l'écologie c'est un truc de bourgeois. Quand tu essaies juste simplement de survivre, tu t'en fous du plastique, quoi. Je suis pas sûr que les moins nantis ne voient pas les problèmes, tu vois. Je suis pas sûr qu'ils ne les voient pas. Bah, surtout que ce sont les premiers touchés. Ouais, mais ils n'ont pas l'occasion d'avoir un impact. Exactement. Parce qu'en fait, ils sont tiraillés entre les crédits, l'appartement, la maison, la voiture et le peu de revenus qui rentrent. Et on ne peut pas en vouloir à ces gens-là, tu vois. Non. Moi, j'en veux pas à tous ces gens qui vont chez Lidl, chez Aldi, tout ça, parce qu'ils n'ont pas l'occasion en fait, d'aller ailleurs. Par contre, j'en veux au mec qui va sur la Lune. Référence à ton spectacle. Non, mais j'en veux au mec qui mène sa vie au restaurant, qui mène sa vie sur des yachts, qui mène sa vie, qui mène une vie de loisir en fait, tu vois. Tu peux vivre de loisir en ayant un impact positif sur ton environnement, tu vois. Non, il y en a, c'est complètement l'inverse. Et au plus on détruit, au plus on est content, au plus on montre qu'on est riche, tu vois. Mais c'est pas ça que je veux. Je te propose une chose. Ouais. On va voir mon futur. Ouais. Les bâtiments, les vergers, les prairies, mes cultures en bio et la suite. Quoi. Ah, parce qu'il y a une partie en bio. Ouais. Il y a une partie en bio. Bon, alors on va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'ai jamais vu ça. Alors la réponse... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux venir me voir sur scène, les dates s'affichent juste ici. Allez, ciao!